Il n'y a pas grand-chose à ajouter sur mon oncle Lounis, Lima et mes cousines. Nous vivons côte à côte comme des voisins ordinaires, et le temps qui s'écoule accroît petit à petit l'indifférence des uns pour les autres. Nous savons que nos soucis sont du même ordre, nos préoccupations identiques, nos ressources équivalentes. Nous n'avons rien à nous envier, ni à nous cacher. L'ardeur du début n'anime plus Halima ou ma mère. Il ne reste qu'une espèce de jalousie impuissante, mais qui trouve sa satisfaction dans la similitude de nos existences misérables. L'émulation des pères assombrés devant les difficultés à résoudre pour nourrir les enfants. On pourrait représenter assez exactement les deux frères comme deux vieux mulets lourdement chargés, sûrs sur nos sentiers de Kabylie. Qu'on essaie un peu de les faire courir pour se dépasser, ils s'excitent vite, les mulets. Ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Généralement, il n'y a rien de tel qu'un mulet pour en faire courir un autre. Mais s'ils sont vieux et chargés, si le chemin est difficile, il n'y a rien à espérer. L'essentiel est de marcher. Il en est ainsi de Ramdan et Lounis. Mes cousines se marieront peut-être plus tard, tout comme mes sœurs. Cela paraîtra tout naturel. On naît, on se marie, on meurt de la même façon. Parfois, quand on y songe sérieusement, on se pose des questions embarrassantes. Mais la plupart du temps, on se laisse aller. Et c'est mieux ainsi. En somme, mon enfance de petit Manrad, fils de Ramdan et neveu de Lounis, s'écoule banale et vide, comme celle d'un grand nombre d'enfants kabyles. J'ai gardé à cet âge pour tout souvenir un tableau qui me semble uniforme et terne, et que j'évoque chaque fois sans y trouver ni charme ni émotion excessive. Je me revois ainsi vêtu d'une vieille gondola décolorée par les mauvais lavages, coiffée d'une chéchia aux bords effrangés et crasseux, sans chaussures ni pantalon, parce que dans ma mémoire c'est toujours l'été. Les pieds sont noirs de poussière, les ongles de crasse, les mains de taches de fruits, la figure est traversée de longues barres de sueur séchée, les yeux sont rouges, les paupières enflées. C'est un jour de toilette, eh bien, c'est le fourre-loup actuel, moins la barbe naturellement. Voilà le front bombé, les sourcils épais, mais un peu courts, les yeux marrons, bien abrités, au regard caressant et un peu sournois. Voilà aussi les pommettes saillantes et le nez fin de la mère, puis les lèvres fines du père, qui dominent un menton en triangle. À présent, quand j'essaie de m'imaginer parmi mes élèves, je me retrouve toujours parmi les plus chétifs, les moins turbulents, ceux qui craignent l'effort, détestent les jeux et prennent un malicieux plaisir à apprendre constamment quelque chose. Les meilleurs souvenirs de mon enfance, ce n'est pas chez les Manrad qu'il faut les rechercher. Ils s'accumulent en poussière dans le petit nid de mes deux tantes. Les meilleurs, hélas, les plus tristes et les plus émouvants aussi. J'estime que c'est une chance exceptionnelle pour moi d'avoir eu deux tantes comme Khalti et Nanna. L'enfant ne fait pas grand cas en général de la tendresse de ses parents. C'est pour lui chose acquise. Il n'y pense même pas. Il s'en lasse lorsqu'on le gâte. Il aspire à des affections supplémentaires. Il fait des avances, cherche des amis. L'ingrat veut donner son petit cœur. Il est prêt à trahir sa mère, à préférer un autre homme à son père, pourvu qu'il trouve quelqu'un de sûr. Ces naïfs élans butent contre l'indifférence des grandes personnes. Ils ne rencontrent que la déception, source d'une première amertume.
Dans les familles nombreuses, les frères sont tous rivaux, pardon. Quant aux parents, leur souci constant est la lutte pour le couscous quotidien ou la gandoura annuelle. Ils sont nombreux ces cœurs d'enfants qui ne sont jamais ouverts et qui demeurent gros de tendresse renfermés. J'avais pour ma part ce rare privilège d'être gâté par mes parents et de trouver ailleurs à qui accorder mon affection sans méfiance. Il me suffit de songer à ma première enfance pour sentir, même à présent, la douce atmosphère dans laquelle j'ai vécu chez mes tantes. Mon cœur éprouve alors un regret vague et mélancolique. Nana était mariée. Je le sus dès que je fus capable de comprendre. Son mari était en France. Il s'appelait Omar. Quelquefois mes tantes parlaient de lui, toujours en mauvais termes. Khalti ne l'aimait guère. Nana ne pouvait pas le défendre. Dans ma mémoire, le visage d'Omar est toujours lié au visage de sa mère. Je ne le connaissais pas, lui, lorsque la vieille renoua les relations avec les filles d'Ahmed. La poterie se vendait bien, apparemment. La vieille était fine. Omar avait abandonné Nana quelques mois après leur mariage. Il était parti pour la France et s'y trouvait toujours. Il avait tous les torts, mais sa mère dit qu'elle se chargerait de le faire revenir de Paris. On ne refuse pas de revoir son mari sans y penser à 2 fois, d'autant plus qu'il ne consentirait jamais au divorce. Je suis sûre que la belle-mère fut mal reçue par Khalti. Mais que pouvait faire la douce Yamina? Elle écouta la vieille, et sans doute un peu son cœur. Elle était jeune, belle, aimante. Elle avait connu son mari, et n'avait pu l'oublier. Voilà pourquoi, sans trop comprendre comment cela se produisit, je me mis à rencontrer chez mes tantes une vieille inconnue qui était tout sourire et à laquelle il fallait parler avec des marques de respect. Je revois encore les yeux de cette femme. Ils étaient grands et noirs, ils m'agaçaient beaucoup quand ils se posaient sur moi. Elle vous déshabillait du regard. Je me mis à la craindre et à la haïr. Elle avait un visage de cire, aux traits rectilignes, un nez bien droit, des rides verticales, une bouche très large aux lèvres minces, qu'elle élargissait parfois par des sourires qui me semblaient cruels. Chaque fois qu'elle s'en allait, Nana ou Khalti lui donnait un paquet qu'elle enfouissait, toujours souriante, dans sa gandoura, contre son ventre. C'était tantôt des figues, tantôt de la farine ou de l'orge. Omar débarqua effectivement un jour et reprit ma douce Nana. Il dut rentrer chez ses vieux parents les mains vides, car il accepta leur tutelle sans rechigner. Il avait des frères et des sœurs. On n'avait pour lui que de l'indifférence et du mépris. Bientôt, Nana subit aussi ce mépris, car Khalti, resté seul, n'avait pas grand-chose à lui donner à la vieille. Les frères d'Omar se déchargeaient sur lui de toutes les besognes difficiles. Dame, ils avaient assez travaillé durant son inutile absence. Omar avait sans doute beaucoup de choses à se reprocher sur sa façon de vivre à Paris. Il acceptait impassiblement le rôle de valet, méditant un projet d'évasion définitive. Il le laissait deviner à ma tante, qui, de son côté, avait sa large part de peine et d'humiliation.
Je ne peux pas dire exactement combien tout cela dura, mais je me souviens bien d'une soirée de printemps ou d'été. Il faisait clair de lune, nous étions dans la courette, Khalti, Baya et moi. Khalti me racontait pour la 20e fois l'histoire du voleur de paille, que le bon Dieu voulut confondre en marquant au ciel d'une traînée laiteuse sa marche nocturne sur la terre. L'histoire avait d'ailleurs des variantes. Ça pouvait être un voleur de vaches laitières ou un meunier malhonnête. Mais l'idée était la même. La Voie lactée était toujours pour Khalti un reproche immuable aux louches besognes de la nuit. On frappa brutalement au portail. Baya ouvrit sans attendre. Omar et Nana entrèrent en soufflant. Nana avait un gros ballot de linge sur le dos. Il y avait toutes ses nippes. Omar était enfoui sous le gros tapis multicolore. Il serrait d'une main un oreiller sur sa poitrine, de l'autre, il tenait sur son épaule, sous le tapis, le petit coffre aux couleurs vives, dans lequel ma tante enfermait avec soin ses bibelots, sa savonnette, ses bracelets et ses colliers. Je le connaissais bien, ce coffre. C'était la seule chose que ma tante ne me permettait pas de manipuler à mon aise. Elle l'avait emporté lorsqu'elle avait rejoint son mari. Que signifiait ce déménagement? Sous la pâle lumière de la lune, je vis les yeux de Khalti briller de joie et ses pommettes devenir plus rouges. Je compris qu'elle était dans le secret. Nous entrâmes tous les 5 à l'intérieur. Nous nous assîmes en rang, pêle-mêle, entre les bagages. J'étais tout oreille pour une fois. Omar m'intéressait. Il s'épongeait le front avec un beau burnous tissé par Nana. Il avait un petit visage noireau et géométrique qui rappelait un peu celui de sa mère. Des yeux noirs très vifs, une bouche édentée. Il parlait avec précipitation et avait une façon particulière de prononcer certaines consonnes de sorte qu'il fallait deviner les mots d'après le sens des phrases. Il était trapu et maigre, à peine plus grand que Nana. Si je ne le craignais pas, je le détestais autant que je détestais sa mère. Pourtant, ce soir-là, il réussit à me faire pitié. Il avait toujours un pan de son burnous sur le front lorsque je le vis pencher brusquement la tête et se cacher le visage. Ses épaules tremblèrent. Des hoquets montaient de sa gorge. Nous nous regardâmes. Il pleurait. Nous l'écoutions en silence. Nana fit la moue et porta les mains à ses yeux. Il releva la tête, me montra sa figure grimaçante qui n'était pas belle à voir. Je n'avais jamais vu pleurer un homme. Je croyais la chose impossible. Je ne pouvais pas comprendre qu'un homme pleurât. Je sentis qu'Omar n'avait plus rien de grand ou de fort. Il se rapprochait de moi, devenait un camarade, presque un ami. Et à la vue des larmes de Nana, nous nous mîmes à pleurer, Baya et moi. Khalti ne pleurait pas. Sa colère éclata. Voilà le moment où elle aurait voulu tenir la vieille et lui faire payer toutes ses humiliations, ses injustices, ses méchancetés. À quoi bon pleurer maintenant? Restez tous les deux ici. Nous avons assez de place. Tes parents ne veulent plus de vous? Eh bien, soit. Tu leur montreras que tu es un homme. Grâce à nous deux, tu ne manqueras de rien. Oh oui, Khalti était bonne pour consoler. Par dépit, à cause de la vieille, elle se jeterait à l'eau, elle se sacrifierait pour le fils. Omar se consola en effet, et s'établit chez mes tantes. Elles se mirent à le cajoler de 1000 manières. Je perdis beaucoup de ce changement.
Quant à la vieille, elle se mit à raconter dans le village que les filles d'Ahmed lui avaient enlevé son fils. Ma mère ne décolérait pas. Mon père était plus taciturne que jamais. Mes tantes devenaient farouches dès qu'il s'agissait d'Omar. Je ne sais pas au juste comment elles s'arrangèrent pour lui procurer les moyens de faire le voyage. Il s'en retourna en France un beau matin avec l'idée longuement préméditée de tout oublier. Et on ne parla plus de lui. Je crois qu'il est mort à présent. Tout le monde le dit. Quant à moi, à tort ou à raison, je lui en voudrais toujours. Il a fait mon premier malheur. Les souvenirs d'enfance manquent de précision et de lien. On garde certaines images frappantes que le cœur peut toujours unir l'une à l'autre lorsqu'il les évoque. Voici par exemple une scène que je revois avec une grande netteté. Je suis seule à la maison avec ma mère, il fait froid, c'est l'hiver. Dans le canoun brûle un pétillant, un feu clair de rameaux d'olivier. Adossée au mur, une grosse bûche penche sa tête sur le feu. Les flammes la lèchent gracieusement, la noircissent petit à petit et commencent à la dévorer. Nana entre frileuse et se dirige vers nous près du foyer. Elle a sa gandora blanche, à petites fleurs roses, sa fouta de cotonnade retenue à ses hanches par un gros fil rouge en guise de ceinture. Elle ne peut pas supporter le ceinturon de flanelle qui se porte habituellement chez nous. Elle s'approche nonchalamment sans parler, l'air soucieux. Elle écarte ses pieds mouillés et rouges de froid, se tient juste au-dessus du feu, éloigne des flammes le bas de sa gandora. « Tu te sens lourde ?» dit ma mère. Je sens des déchirures dans les reins. C'est la 7e lune? Mais non. Compte à partir de l'Ashura. Nous sommes bien dans la 8e, dit Nana. Ton ventre ne m'inquiète pas. Oui, tu vois, il n'est pas bien gros. On dirait simplement que je mange bien. Je sais, moi, que ça me fait mal. Ma mère sourit sans conviction. Moi-même, regardant Nana, je vis sa figure pâle, ses lèvres boursouflées, ses yeux cernés. Elle n'avait rien d'une personne bien portante. Le premier enfant ne fait pas descendre le ventre. Tu verras qu'après tu seras aussi jolie qu'avant, pourvu que ce soit un garçon. Oh, ma sœur, tu ne m'as guère donné l'exemple avec tes 3 filles. Je demande seulement au bon Dieu de me laisser traverser l'épreuve. Ces douleurs qui se croisent depuis hier m'inquiètent beaucoup. Je viens te voir pour cela. Ne crains rien et cesse de penser à tes douleurs, dit ma mère. Je fais de mauvais rêves. L'autre jour, paraît-il, on entendait de la Djama, celle qui a eu des jumelles. Tu es entre les mains de Dieu, ma petite. Tu n'as jamais fait de mal. Ce sera pour lui le moment de te récompenser. Et puis je serai là. Je t'assisterai, assure-toi. Elle parle longtemps, parfois à mots couverts. Je ne comprenais pas grand-chose. Et puis, Nana dut montrer son ventre. Il n'y avait à cela ni honte ni gêne. J'étais le sang de leur sang. Je me confondais avec elle. Dans le film de mes souvenirs, cette scène est suivie immédiatement de celle-ci. Un soir d'hiver, il pleut, les ruelles sont boueuses, les gouttières clapotent, des ruisselets d'eau sale contournent les dalles de chemin, les petites maisons basses semblent plus petites encore, elles se serrent tristement, s'affaissent et se perdent sous la brume qui descend sur elles avant la nuit. J'entre chez mes tantes. Il y a du monde. La petite lampe à pétrole fume abondamment sur la coufie. Dans le canoun se consume une bûche. Baya vient au-devant de moi, toute soucieuse, l'index sur la bouche. Je m'entête à rester.
Non, je ne sortirai pas. Ma mère, les lèvres serrées, tient Nana sous les aisselles. Elle veut la soulever pour l'obliger à marcher. D'autres femmes me masquent le visage de Nana. L'une aide ma mère dans son effort. Khalti brûle sur ses braises dans un vieux plat quelque chose qui se met à fumer et à sentir fort. Une vieille donne des ordres d'une voix brève et autoritaire. Les beaux yeux de Khalti me regardent sans me voir. Je me sauve. Demain, tu embrasseras le fils de Nana, me souffle Titi lorsque je rentre à la maison. Je ne me rappelle rien d'autre. J'ignore ce que je fis à la maison, comment nous dormîmes en l'absence de ma mère, et ce qui se passa pendant la nuit. Je fus brutalement réveillée par les cris de ma mère et de mes sœurs. Ma douce Nana venait d'expirer. Oh, je me rappellerai toujours ces cris et la suprême angoisse qui me fit sursauter, m'enleva de ma couchette et me fit hurler d'épouvante. Chaque fois que j'entends les lamentations de nos femmes sur les morts, je frissonne malgré moi, car elles me rappellent toujours le déchirant réveil qui m'apprit la mort de ma tante. Elle mourut après une nuit de douleur entre les bras de ses sœurs affolées. Elle enfanta une pauvre chose froide qui l'accompagna au cimetière, qui l'y entraîna aussitôt. Le petit cadavre resta attaché à sa mère dès le début de la nuit. Nana s'épuisait petit à petit. Elle s'évanouissait à chaque instant. Bientôt, elle ne fut plus qu'une loque. On entendait ses entrailles craquer, et les flots de sang coulaient avec le glou-glou d'une jarre qu'on renverse. Un petit effort par chance aurait détaché complètement le mauvais fruit. Dieu n'eut pas pitié de ma tante. L'acte de vie devait se terminer dans la mort. Elle agonisa jusqu'au matin et s'éteignit doucement avec la dernière étoile. Je revois Nana allongée sur son tapis de noces et couverte d'un linge blanc. Un foulard de soie jaune soutient le montant et entoure son petit visage. Les yeux sont fermés, les narines pincées, la figure est jaune comme le foulard. Je vois bien qu'elle ne dort pas. Elle semble dormir, mais il y a plusieurs façons de dormir. Il y a le sommeil lourd de la fatigue, le repos calme de la santé, le sommeil pénible de la maladie. La mort, c'est autre chose. Maintenant que je le revois, en y pensant bien, et après en avoir vu beaucoup d'autres, le visage de Nana est inexpressif. Il n'y a ni trace de sourire ou de révolte, ni idée de souffrance ou de repos. Rien. Voilà ce que c'est que la mort. Un être cher expire. Ne cherchez plus rien qui l'attache à vous. Un burnous que l'on suspend à sa place habituelle évoque celui qui le portait, mieux que le fait, sa dépouille mortelle. Que dit le visage de la douce Nana? Le beau visage aimé de tous et qui souriait à tous. La mort à tout prix. Elle laisse un masque indifférent, imprévu, qu'elle dresse comme une barrière implacable, contre laquelle notre douleur vient buter, misérablement, sans écho.